euh, en fait, j'ai commencé à faire des études de médecine et je m'ennuyais vraiment parce que je voyais très bien que ce n'était pas du tout ma direction et je voulais être photographe. Donc, je suis allé voir un photographe qui était spécialisé dans la photo industrielle, publicité, architecture. Et moi-même, j'avais un goût pour l'architecture, surtout l'architecture en ruine. Donc, je suis maintenant assez âgé et donc j'ai vécu une période. Mon père était militaire. On a toujours été dans des zones frontalières. Et dans ces zones frontalières, il y avait des fortifications qui étaient abandonnées, que ce soit en Lorraine ou que ce soit à Nice, où en plus à Nice se mélangeait l'Antiquité avec dans l'arrière-pays la ruine militaire. Et quand j'ai eu un appareil photo, j'ai commencé à photographier ces espaces qui étaient abandonnés et ce qui explique que j'ai eu un coup de cœur pour ce site que nous avons vu tout à l'heure parce que en fait aussi j'aime la nature puisque j'ai fait 2 fois la traversée en diagonale de l'île de la Réunion à pied et donc j'aime vraiment la nature. Mais là d'un seul coup j'ai vu comme un projet qui pouvait se développer à travers ces bâtiments. Alors, comme photographe, je photographiais donc dans une période d'apprentissage, on va dire, des bâtiments abandonnés. Ça, ici, c'est à Nice et ce que j'ai aimé, c'est l'architecture un peu dégradée et surtout l'incidence de la lumière sur les différents volumes et sur l'architecture. Et puis voilà, c'est un autre morceau de ce même bâtiment qui, depuis, a été restauré. Et là, je vais faire une très courte rétrospective. À partir d'un certain moment, donc dans ces lieux abandonnés, je décide d'intervenir dans le champ photographique, d'intervenir donc sous forme de peinture. Et j'avais appris la photographie, mais je n'avais pas appris la peinture. Et mon modèle, quand même, c'était Malevich, avec le carré noir sur fond blanc de Malevich. Et en étudiant sa biographie, j'ai vu qu'il avait été post-impressionniste. Ensuite, il a fait beaucoup de collages. Et puis, progressivement, il est allé vers l'économie des moyens, des matériaux. Et il a créé le suprématisme, le carré noir sur fond blanc. Et donc, je me suis dit, pour faire mon apprentissage, je vais de la même manière commencer par la figuration. Ces lieux sont abandonnés, voués à la démolition, et j'introduis des personnages comme étant une manière d'habiter l'espace. Ici, c'est plutôt des autoportraits dans cet escalier qui s'enfonce à l'intérieur de ce bâtiment avec une deuxième installation dans ce même escalier où les personnages s'enfuient vers la lumière. La lumière est nécessaire à la photographie puisque photos de photographie, c'est la lumière et graphos, c'est l'écriture de lumière et c'est ma préoccupation principale dans l'élaboration de mon travail, dans les lieux abandonnés. Et ici, nous sommes à La Roche-sur-Yon, où pour la première fois, j'ai aimé cet espace à cause de la projection du soleil sur le mur. Mais en même temps, cet espace était fermé puisque le mur était totalement construit. Et j'ai décidé donc de dessiner ce personnage. C'est moi qui traverse comme un fantôme et je découpe le personnage de façon à entrer dans le deuxième espace que l'on distingue à travers la lumière et les ombres dans la pièce suivante. Et puis, j'ai aimé beaucoup la poésie. Et là, c'est une citation d'Henri Michaud. Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan, sans ciment, un édifice que vous ne détruirez pas, avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard. Et du coup, c'est
en plus de la lumière, en plus de l'architecture, de la photographie, c'est le côté éphémère et je dirais presque virtuel, sauf que le mot virtuel maintenant a une connotation désagréable. On pense bidouillage sur l'ordinateur, alors que moi, mon projet de virtualité, c'était Alice au pays des merveilles, c'est l'image qui se trouve derrière le miroir, qui est une image virtuelle. Et voilà, c'est ça, c'est faire apparaître quelque chose dans un lieu qui va être détruit. Et donc, j'ai commencé à dessiner des architectures. Ici, c'était comme une sorte de, on va dire, de tente, d'arc de triomphe. J'utilisais ce mot à l'époque. Et avec, donc, ce sont les cuves à vin à Paris, dans les entrepôts de Bercy qui étaient abandonnés. Et donc, j'ai peint cette architecture qui semble construite alors qu'elle est peinte sur le sol, sur les murs, sur les différents éléments. Les cuves à vin qui immédiatement m'ont fait penser à Chirico. Je ne sais pas si vous voyez ces perspectives d'architecture de Chirico avec, à Rome, avec des fenêtres comme ça, des ouvertures. Donc, on peut voir déjà que je suis assez lié à l'architecture, architecture que j'aime. J'aime l'architecture contemporaine, j'aime voir les beaux bâtiments, mais je me suis intéressé plus particulièrement aux choses abandonnées, aux bâtiments du quotidien, des entrepôts qui ont perdu toute affectation et qu'on laisse péricliter avant qu'ils s'effondrent. Et moi, j'ai pensé que c'était le moment de les investir et de les transformer. Ici, c'est à La Roche-sur-Yon. Pardon, c'est à Fontevraud, c'est dans l'abbaye de Fontevraud où il y avait des premiers ateliers du FRAC, organisés par le FRAC. Et alors, je montre cette image parce qu'en en fait, elle est faite à la craie jaune, de manière à quand même représenter par le dessin dans l'espace, à représenter un volume, donc une chose concrète, et en même temps qui rejoint tout à fait cette idée de Michaud de peindre et de construire des architectures avec la transparence. Là, j'ai fait une trame à la craie jaune, qui est donc une texture où il y a autant de plein que de vide, et, euh, et la chose qui est amusante, c'est qu'il y a 2 ans, chez la directrice de l'abbaye de Fontevraud vient me voir, elle me dit, voilà, on a fait des travaux, on a arraché des cloisons, et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre cette installation qui, pendant presque 40 ans, avait disparu du circuit. Et alors, elle me questionne, elle me demande, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Bon, donc ça, c'est une affaire à suivre. Et toujours, dans l'abbaye de Fontevraud, il y avait cette cheminée. Et donc, comme je suis derrière le miroir, dans une complète virtualité, je dessine cette sorte d'arc de triomphe qui repose sur la pierre de tuffeau qui est familière de la région et sur la cheminée dont la base finalement est le feu, quelque chose de volatile et d'éphémère et de transparent. Et puis j'ai encore été plus loin dans la transparence. Ici, c'est à Marseille, dans un palais qui se trouve dans un grand jardin à Marseille. Et devant l'objectif de l'appareil photo, j'ai intercalé une vitre, ce qui fait que la vitre permet la transparence et en même temps, elle reflète euh, quelque chose qui vient de l'extérieur. Et moi, mon projet passe de l'avant vers le dehors de cet espace où il y a des choses réelles qui sont peintes, dessinées sur les murs, et d'autres, comme cette espèce d'obélisque de lumière qui est complètement suggéré par la réflexion sur la vitre
et qui vient cohabiter avec les éléments de l'architecture de la pièce. Et puis, alors nous allons voir quelques œuvres où ici c'est en Italie. C'est dans une fonderie qui était abandonnée. Et chose curieuse, il y avait toujours le mobilier qui était là. Dans ce bureau, j'ai retrouvé des outils que j'ai pris, que j'ai gardés avec moi. Et parce que en tant qu'objet, ils sont magnifiques, des objets de précision pour mesurer surtout l'épaisseur et voilà. Et donc, j'ai dessiné ici une grille en noir euh, qui est, qui est la chose que l'on voit sur la chambre photographique que j'utilise pour dessiner dans l'espace. Ici, cette tâche, je l'ai dessinée d'abord sur une feuille de papier. Cette tache rouge suggère pour moi la naissance de la couleur. Comme je le disais tout à l'heure, la lumière, c'est la chose principale de mon projet et que le soleil est une boule de feu incandescente. Donc, j'ai utilisé très souvent, j'utilise le rouge comme symbole de l'incandescence du feu, de la lumière et du soleil. Et je pense que vous devez savoir que les artistes en général font des projets dessinés et ensuite font la mise au carreau de manière à agrandir ce projet dans... Oui, eh ben, c'est un miracle. Donc la tache noire que vous voyez, ah oui, moi je m'époumonne à parler de la couleur. Et donc la tache noire qui est là, c'est en fait une tache rouge qui est symbole, mais qui symbolise vraiment l'incandescence du feu. Mais quand même, on voit bien quand même le damier qui est dessiné, la mise au carreau, qui correspond à ce que je vois dans la chambre photographique, qui me permet de toujours rectifier les verticales et les horizontales, l'orthogonalité des plans. Alors maintenant, je suis inquiet avec la couleur parce que, oui. Alors du coup, c'est un espace qui est tout rouge puisque j'ai donné naissance à la couleur avec le feu. Donc l'espace que vous voyez, en fait, c'est un entrepôt frigo qui servait à stocker les poulets dans un élevage de poulets industriel qui était abandonné en Italie. Et déjà, pour avoir la lumière, j'ai découpé les murs, j'ai découpé plusieurs épaisseurs de murs parce que, comme tout, il y avait une isolation très forte. Il y avait plusieurs murs pour isoler du froid. Et en fait, toute cette couleur noire que l'on voit sur les murs, c'est du rouge cinabre, c'est de la cendre, c'est un rouge que j'ai préparé avec de la cire d'abeille. Et donc, alors, attends, je regarde la suivante s'il y a de la couleur ou pas. Ouais, ah ouais, non, il y a un problème de couleur là. Alors bon, je peux parler quand même, hein. Donc, l'idée, pour moi, c'était donc de transformer cet espace fermé en une sorte de caméra obscura par où arrive la lumière. Et en même temps, dans ces espaces, j'avais envie d'une expérience physique et j'ai peint totalement les murs avec donc c'est un rouge, des pigments rouges mélangés avec de la térébenthine et de la cire d'abeille et qui donne un éclat particulier à la peinture. Et donc j'ai peint tous les murs que l'on voit dans cette image, mais également j'ai peint ceux qui sont derrière pour avoir une perception à 360 degrés dans tout l'espace. Après, bon. Ici, c'est
une installation qui est faite à Coblence, en Allemagne, dans un bâtiment du XIIIe siècle, qui était classé monument historique, et avec une particularité, c'est que Coblence se trouve à la confluence du Rhin et de la Moselle, et tous les ans, cette pièce, cette salle est inondée jusqu'au plafond. Elle est sous les eaux. Et donc, il y a des parties classées, ce sont les bases des piliers. Tout le reste est à moitié moisi. Et donc, j'étais invité par le musée Ludwig de Coblence à venir faire une installation. Et quand j'ai fait mes projets, j'ai été coincé, bloqué par ces piliers qui sont très forts et très présents dans l'image du lieu. Et du coup, j'ai décidé de dessiner un grand rectangle et de le fractionner en différentes cases de couleurs de façon à censurer. Voilà. Alors attendez, je reviens, je fais marche arrière une seconde pour qu'on puisse voir. Voilà. Alors donc, naissance de la couleur, ensuite le bain dans la lumière, dans le feu, comme une sorte de temple dédié au feu et au soleil. Et puis ici, donc on retrouve toute une gamme de couleurs avec des couleurs qui s'opposent. Il y a du vert, du rouge, du bleu et du jaune, du blanc et du noir. Le blanc, c'est la lumière, le noir, c'est l'absence de lumière. Et après, j'utilise des couleurs complémentaires que j'essaye de répartir dans l'espace pour en fait neutraliser complètement cette architecture qui est très, très puissante avec donc tous les carreaux semblent avoir tous la même taille, sauf que dans la réalité, les premiers carreaux du sol mesurent 50 cm sur 1 mètre et qu'un des carreaux du milieu va mesurer 3 mètres sur 15 mètres de profondeur. Et tout ça est ramené donc de la 3D à la deuxième dimension grâce à l'appareil photo qui permet ce passage de la 3D vers la 2D. Voilà. Donc, en fait, c'est construit sur le principe de l'anamorphose, sauf qu'à cette époque-là, je ne parlais pas d'anamorphose, puisque ce que je montre, ce n'est pas le lieu, il n'était pas visitable. Le lieu était abandonné, il est toujours resté abandonné. Ce que je montrais, c'était la photo. Et mon idée, mon principe, c'était que devant une image statique, on rentre et on commence à graviter dans l'espace, à cheminer comme on le ferait pour une anamorphose. Donc là, c'est le point de vue de l'appareil photo qui vient se superposer au point de vue unique de l'anamorphose. Donc après, c'est ici, ce sont les images que l'on voit, ce sont des architectures un peu exceptionnelles qui sont différentes de bâtiments du quotidien ou des entrepôts ou des usines. Et j'ai beaucoup aimé les escaliers, travailler dans les escaliers. J'ai fait peut-être une cinquantaine d'installations dans les escaliers parce que ce sont eux qui, dans l'architecture, viennent contrarier l'architecture, qui est souvent, elle est orthogonale, alors que l'escalier, il peut être oblique, il peut être circulaire, il peut être, avoir une sorte de mouvement. Et surtout, l'escalier permet de passer d'un état vers un autre. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le passage du bas vers le haut, du bas vers la lumière, puisque plus on monte, plus il y a de la lumière. C'est le marché central, c'était le marché central à Chambéry. Cet escalier qui me fait penser, je sais pas, à un décor de cinéma de science-fiction. En fait, il a été démoli, il a été reconstruit, mais tout modernisé, et il a perdu ce charme fictif.
Souvent, je fais une référence au Merzbau, qui était donc une sorte d'utopie et de fiction d'architecture créée par euh, 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 oui, oui, voilà, par Schwitters, excusez-moi. Donc, si vous voulez, le lien, c'est lui, son projet, c'était de créer un art total dans une architecture en continuel mouvement, en perpétuel mouvement. Et il a fait donc un Merzbau qui a été détruit après la guerre et on a retrouvé des photographies et on a reconstitué le Merzbau à partir des photographies. Et c'est cette relation de l'architecture à la photographie qui m'a intéressé et où je me suis permis finalement de couper des murs ou de reconstruire ou d'envisager une sorte de fiction d'architecture sans utilité. L'utilité de Schwitters, c'était d'occuper l'espace avec et de rendre abstrait le vide de l'espace. Et donc, j'ai commencé à construire et à déconstruire. Ici, c'est à Metz, c'est dans un bâtiment classé du XIIIe siècle. Et comme la ville ne savait pas quoi en faire, donc ils ont monté des cloisons en carreaux de plâtre et ils stockaient les décors du théâtre de la ville. Donc il y avait toute une succession de petites salles avec plein de décors. Et finalement, quand je suis rentré là, j'ai commencé immédiatement à me dire, je vais découper un mur pour voir qu'est-ce qu'on voit derrière. Et progressivement, j'ai découpé 2 murs, 3 murs, 4 murs pour essayer de restituer la perspective originale de cette architecture. Ici, c'est à Annecy, c'est un petit château qui était abandonné depuis des années et qui servait à un paysan à stocker le foin et les fourrages pour ses vaches. Et ça a été racheté par Salomon, Jean-Marc Salomon de la Fondation Salomon pour en faire un musée. Et il m'a invité donc à venir travailler dans ce petit château avant transformation. Et donc, à nouveau, les espaces étaient très cloisonnés. Et du coup, j'ai tracé un cercle et j'ai commencé à découper les cloisons. Et en découpant les cloisons, je tombe sur ce réseau de lattes qui servait en fait à fixer le plâtre sur les murs. Et du coup, j'ai fait tomber tout ce qui était en plâtre dans cet espace parce que j'ai pensé que cette matière était vraiment super et elle était cachée donc par le plâtre. J'ai découpé le parquet qui se trouve en deuxième plan. Et puis là, il y avait des épaisseurs de torchis. J'ai fait tomber 3 tonnes de torchis pour avoir un genre de transparence totale du bâtiment. L'idée, c'est, je suis dans une caméra obscura, je perce un trou qui est comme une symbolique de l'objectif et je montre la réalité du lieu en une seule image. Et donc, du coup, quand j'ai vu toutes ces lattes, bien sûr, je me suis dit, il faut à tout prix que quelque part ailleurs, je réintroduise les lattes. Et ici, c'est beaucoup plus tard, à Bastia, dans un couvent qui était abandonné par les religieux, occupé par les militaires qui ne se sont pas embêtés, qui ont coulé une dalle de béton. Et finalement, là ici, là où nous sommes dans la chapelle, donc il n'y a rien du tout qui rappelle une chapelle. Et j'ai voulu organiser mon espace en deux moitiés. Une moitié qui montre la réalité du lieu tel qu'il est, c'est la partie qui est noire, et la partie gauche est totalement fictive, un peu comme si j'avais découpé deux images totalement dissemblables et que je les assemble dans un collage.
Et le lien, c'est ce carré blanc qui suggère la lumière et qui donc vient éclaircir l'installation complètement. Ici, c'est à Bourgoin-Jallieu. C'est un théâtre qui a pris feu. Et donc, un jour, lors d'une conférence, il y a le directeur du théâtre qui vient me voir et il me dit, est-ce que ça vous dirait de venir voir un théâtre qui a pris feu? Alors déjà, rien que d'entendre ça, je sais pas, on peut avoir une émotion parce que le théâtre, c'est là où se diffusent les idées, c'est là où le langage apparaît et savoir que que ça avait pris feu, donc ça a créé chez moi une émotion particulière et je lui dis oui, oui, je vais venir. Et donc, on ne prend pas un rendez-vous, mais un beau jour, je l'appelle et je lui dis, écoutez, je suis pas loin de Bourgoin-Jallieu, je viens voir le théâtre. Et il m'amène là, dans ce paysage totalement désolé. Et j'avais envie de construire quelque chose parce que pour exister, cette couleur, elle a besoin d'un support. Les supports, ce sont des murs, des cloisons. Mais je ne voulais pas créer un espace concret. Je voulais avoir en même temps une transparence. Et comme j'ai utilisé la craie dans l'installation de Fontevraud, ici, j'ai utilisé des lattes de bois qui permettent de créer une texture où il y a autant de plein que de vide. En tout cas, on a la transparence de l'espace dans sa totalité. Voilà, ici c'est à Vilnius où j'ai fait une autre installation. Là, c'est dans un bâtiment bizarre qui était l'espace culturel des cheminots communistes du Parti communiste. Et donc, c'était c'était comme ça dans un état d'abandon et j'ai donc reconstruit une partie parce qu'ils ne voulaient pas que je touche au mur. Ils s'en servaient comme espace pour faire des guerres avec le paintball. Le paintball, c'est une espèce de guerre où ce sont des cartouches de couleurs qui sont propulsées. Voilà. Et puis, alors toujours pour avoir un lien avec l'architecture, comme je vous le disais tout à l'heure, mon père était militaire, donc j'ai beaucoup aimé photographier l'architecture militaire en ruine. Et donc, quand j'ai découvert Bunker Archéologie, euh, donc excusez-moi, j'ai un trou pour les noms. Le bunker, personne? Il n'y a pas un prof d'architecture là? Virilio, Paul Virilio, il a fait sa thèse sur bunker archéologie, il a écrit un livre, et donc et j'étais invité, moi, à Bordeaux, à faire une installation dans la base sous-marine. Et donc, quand on m'a fait cette proposition, j'ai tout de suite rapproché la base sous-marine, donc qui était une base sous-marine construite par les Allemands avec les prisonniers espagnols qui avaient été expulsés d'Espagne ou qui étaient partis d'Espagne sous Franco. Et ils ont construit donc une base sous-marine. Et tout de suite, ça a fait un lien avec mes parents, les fortifications abandonnées, tout ça. Et on m'a proposé plusieurs salles et dans cette salle, j'ai imaginé mon bunker que j'ai construit. Donc, c'est comme un bunker, sauf qu'il n'est pas en béton, il est en bois. La particularité du bunker, c'est qu'il est d'une seule pièce. Il est construit en un seul bloc. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec une ouverture qui est anamorphosée puisqu'elle est sur différents plans. Et cette ouverture, en fait, ouvre sur l'intérieur du bunker que j'ai construit. Et vous allez voir avec donc un deuxième triangle qui vient de couleur, qui vient se superposer à cette ouverture qui est faite dans le bunker. Là, on circule à l'intérieur de mon bunker.
avec ici un escalier qui monte et qui permet d'aller au deuxième étage, enfin au premier étage. Voilà. Et après, donc, mon travail est beaucoup lié au voyage aussi. Et ma proposition finalement d'occuper des lieux abandonnés, elle peut s'enrichir de manière diverse. Par exemple, j'ai été invité pour une résidence dans le château de Chambord. Et le château de Chambord, ce n'est pas un lieu abandonné, ce n'est pas un lieu qui va être détruit prochainement. C'est donc un lieu prestigieux où Léonard de Vinci a fait les esquisses de l'escalier à double circulation. Et puis Victor Hugo a fait son graffiti quelque part. Donc il y a une notion historique qui me semblait intéressante. Et donc j'ai accepté de faire la résidence dans le château de Chambord. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit, comme tout à l'heure vous avez fait, merci Georges Rousse d'avoir accepté l'invitation. Mais vous savez, tout est classé monument historique, vous pouvez toucher à rien. Et donc, ben, donc là, c'est pas dans le château de Chambord, hein, mais j'ai supprimé les images de Chambord parce qu'on peut les trouver sur Internet. Mais c'est plutôt pour illustrer le nomadisme. C'est à Saint-Cosme, c'est dans la banlieue de Tours. C'est l'abbaye qui était dirigée par Ronsard, poète français, éminent poète français. Et j'ai utilisé, pour faire cette installation, j'ai utilisé des journaux sur lesquels j'ai supprimé toutes les images, tous les aplats noirs que l'on voit, à part le cercle qui est au centre. Tous les aplats noirs, ce sont les photos qui ont été effacées du journal. Et donc, et mon architecture, pour rejoindre cette citation de Michaud, elle est faite avec du papier journal, simplement, qui est tendu sur une armature rigide. Et ici, on a construit d'abord le plafond, ensuite le mur du fond, avec une ouverture pour que les gens puissent circuler à l'intérieur de cette architecture éphémère. Et ici, on peut voir, il y a une trame qui était pour rigidifier plus ou moins avec du fil de nylon, plus ou moins pour rigidifier le papier journal. Là, c'est le cercle du fond qui a été dessiné. Ensuite, on a refermé la boîte et dessiné le cercle sur la face avant. Voilà. Là, le cercle est sur la face avant et il se relie au cercle de la face arrière. Et dans la dernière image, ici, j'ai découpé le cercle avant, ce qui fait qu'on a un cercle qui est à la fois une découpe et en même temps une peinture sur les parois. Et alors, je signale en passant, c'est quand j'ai vu cette installation avec les aplats noirs, immédiatement, j'ai pensé à Malevich, à l'exposition du suprématisme de 1915, où dans la salle d'exposition, il y a que des tableaux de Malevich et que des croix noires, des carrés noirs, des formes géométriques simples noires. Et incidemment, donc, les deux se sont rapprochés. Et puis, je vais vous raconter une histoire qui se passe au Chili maintenant, qui est liée à l'architecture. Une première fois, j'étais invité dans les années 90 à Santiago du Chili. Pinochet était encore président du Chili et je suis invité par l'Institut français. Et là, je rencontre un artiste qui me dit, écoute,
demain, je vais à Valparaiso et j'aimerais bien t'amener pour voir Valparaiso. Alors, je vais avec lui et Valparaiso, donc c'est un lieu mythique, hein, et donc, je vais là. Et en fait, il m'amène dans une association d'architectes qui a acheté 1 kilomètre de dunes au bord du Pacifique, au bord de la mer, de manière de se protéger, de se réfugier de Pinochet et de la police. Et ces architectes, donc, ont commencé à construire des architectures euh, pas éphémères puisqu'elles existent toujours, mais c'est sur un principe plus ou moins constructiviste et avec des matériaux de récupération. Ils étaient 5, ils ont construit 5 maisons. Et j'ai passé la journée là dans ce petit village d'architectes où le concept c'était architecture et poésie. Ça, c'était établi par eux dès le début. Et quand je suis invité 20 ans plus tard à venir exposer au musée d'art contemporain à Santiago du Chili, j'arrive un tout petit peu en avance et je me dis, je vais retourner à Valparaiso, je vais voir comment a évolué ce village d'architectes qui existe toujours. Ils sont maintenant 14. Les créateurs de ce village, certains sont décédés. Ils ont construit un cimetière, ils ont essayé d'améliorer leur habitat, mais aussi de faire d'autres propositions. Et comme j'étais invité au musée d'art contemporain et que le directeur du musée d'art contemporain était cet artiste qui m'avait invité à venir à Valparaiso, euh, euh, il était devenu directeur du musée d'art contemporain et il me propose de faire une installation à l'intérieur du musée d'art contemporain, qui est un bâtiment, c'est pas celui-là, mais vous allez le voir dans 3 images plus loin. Ça, c'est un bâtiment que j'ai repéré dans cette cité, cette Ciudad Aperta, c'est cité ouverte au bord du Pacifique. Et mon idée, c'était de prendre un des éléments de ce village et de le reconstruire à l'intérieur du musée d'art contemporain. Ça, c'est l'intérieur de cette maison. Voilà le musée d'art contemporain, qui est une construction monumentale avec sous verrière entre 20 et 30 mètres sous verrière et avec l'interdiction de toucher à rien, de rien faire à nouveau. Et du coup, c'est ce qui m'a provoqué cette idée de rendre un hommage à ces architectes, aussi sur l'idée que la photographie est un outil de reproduction. Et donc, je me suis dit, reproduisons cette maison que j'ai repérée dans ce village d'architectes et je vais l'utiliser comme un espace éphémère dans le musée d'art contemporain. Voilà, c'est mon projet qui se précise. Pour être plus poétique, j'introduis l'étoile. Ça, c'est mon image finale. Donc, on a une architecture grandeur 1 qui est avec les murs découpés en forme d'étoile. J'ai peint l'espace tout en noir parce que dans la réalité, le bâtiment est tout blanc et du coup, ça vient comme un positif négatif. Et là, nous sommes à l'intérieur. Je reproduis le mobilier qu'il y avait dans cette maison. La seule différence, c'est le plafond était normalement en plâtre. Et là, j'ai utilisé, pour bénéficier de la lumière zénitale, j'ai mis un plexi blanc diffusant. Donc, on est à l'intérieur de cette architecture utopique où des étudiants en architecture viennent travailler, réfléchir sur l'architecture. Voilà.
Ici, à Vitry, c'est une autre histoire qui m'a été proposée. C'est un promoteur immobilier qui rachète une énorme usine qui servait à la fabrication de chaînes de montage automobile. Donc, ce sont des espaces très grands et voilà, il me dit, écoutez, allez voir et puis si vous avez des idées, je veux bien faire le projet. Et donc, je vais voir. Et puis, un beau jour, je lui montre, lui montre 5 projets. Et il me dit, oh, ben, super, je prends ces 4-là, on va les faire. Et un des projets, c'est ce bâtiment qui était une espèce de réserve en bois de stockage. Et sur le bâtiment, je dessine un cercle à partir d'un point de vue qui est légèrement surélevé. Juste en face, un peu plus haut, il y avait un escalier qui permettait d'entrer dans un autre bâtiment. Et c'est là où j'ai mon point de vue. Et j'ai fait découper tout ce qui était autour du cercle de façon à ne conserver que voilà, certains éléments. Alors, comme vous pouvez voir, les murs sont en lévitation, puisque mon cercle ne touchait pas, je peux remontrer, mais mon cercle ne touchait pas le sol. Et donc, j'ai travaillé là avec des intermittents du spectacle. Quand ils ont vu le projet, ils se sont frottés les mains, ils ont dit super, on va tout découper, ça nous plaît beaucoup l'idée. Et, mais le truc, il fallait que tout ça tienne. Et donc, dans le bâtiment que l'on voit à gauche, ils sont allés chercher des grandes poutres métalliques et ils ont soutenu tout le bâtiment de façon, parce qu'il y a encore la charpente, il y a encore vraiment tout dans cette partie. On va voir d'autres images. Et quand ils ont découpé là, le bas, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Vous allez voir l'échafaudage qui est à l'intérieur. Voilà, on distingue là-haut la charpente. Voilà, ça c'est l'œuvre. Et une fois que donc on voit la dalle de béton, c'était le bâtiment dans sa totalité. Et puis, comme le promoteur avait de l'argent, j'ai fait une deuxième version. Et en fait, j'aurais voulu garder cette architecture comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers du quartier qui ont travaillé là, et c'était donc la possibilité de conserver une œuvre qui serait la mémoire de ce qu'a été cet ensemble industriel. Mais non, le promoteur, lui, il a dit, niet, tout ça, c'est terminé, on fait du neuf. Voilà, malheureusement. Voilà. Et puis, donc, des œuvres de moi, on peut en voir plein sur Internet, sur mon site et dans les livres. Mais j'ai vu que le dernier livre s'arrêtait en 2018. Donc, je fais une petite rallonge de travaux, de préoccupations. Où, donc là, c'est la Banque de France à Lens, où on me propose d'occuper cet espace qui est abandonné depuis des années et dont la ville ne sait pas quoi en faire. Elle ne veut pas en faire un restaurant ou un truc comme ça. Et donc, il me propose de venir là, de voir le lieu et d'avoir des idées. Et je leur propose de faire 2 installations, une avec les journaux, où à nouveau, c'est, enfin, pas à nouveau, mais c'est une manière de rassembler des gens. Il y avait des artistes, des photographes, des gens de la ville de Lens qui sont venus pour, pendant une semaine, peindre toutes les photos. Et du coup, c'est comme une sorte de travail collectif qui s'enrichit à la discussion qui peut dégénérer en discussion politique. Parce que quand on voit plusieurs fois, quand les gens peignent 10 fois de suite Trump sur un journal, au bout d'un moment, ils commencent à discuter, à dire mais qu'est-ce que c'est que ce mec et tout. Bon, enfin bref.
Et puis là, dans cet espace de la Banque de France, il y avait un comptoir hallucinant qui était sans doute créé pour paralyser le, l'usager de la banque, mais qui m'a paralysé moi, parce que comment surmonter cet engin qui est indéplaçable et qui est gigantesque. Et donc, j'ai imaginé des cloisons avec une sorte de papier japon. Et donc, j'ai cloisonné et j'ai reconstitué un espace et j'ai dessiné ce cercle qui symbolise la lumière, voilà, et pas la finance. Ici, c'est au Japon, c'est le musée du design qui a été construit par Tadao Ando. On reconnaît toutes les accroches des plaques qui permettent de faire le béton, avec une particularité à nouveau, c'est que c'est un monument sacré parce qu'il est fait par Tadao Ando et totalement intouchable. Même pas, vous voyez, les lattes de bois qui sont par terre sur le sol. J'ai même pas eu le droit de mettre un double face pour que ça tienne sur le sol. Donc j'étais obligé d'imaginer une structure autoportante qui symbolise la lumière. J'ai bien aimé cet espace qui est en pointe, en triangle, qui n'est pas, généralement pas utilisé pour les expositions parce qu'il est juste un lieu de passage. Et du coup, je suis venu m'installer là dans cette architecture. Ici, c'est à Toulouse. À nouveau, c'est un projet euh, organisé par la ville qui a un excédent de budget et qui souhaiterait le dépenser avant la fin de l'année. Et donc, on me montre l'endroit, on me dit, vous n'auriez pas une idée, on voudrait utiliser cet argent. Et je leur dis, OK. Et donc, j'imagine ce cercle sur la partie dure de la pile du pont et puis qui va même sur la deuxième pile du pont, du pont. Et je fais construire pour éviter d'avoir à peindre des kilomètres d'espace et ensuite tout nettoyer. Je fais installer perpendiculairement au pont un cercle qui est anamorphosé mais qu'on ne voit pas anamorphosé et qui vient se superposer au cercle jaune. Ici, c'est le garage Volkswagen à Heidelberg, où c'est finalement l'architecture qui organise la répartition des couleurs. Ici, on ne comprend pas tout de suite, mais le carré jaune et le carré bleu, ce sont des ouvertures d'un un petit espace, un petit bureau. Et donc, ce que l'on voit, c'est le mur du fond. Et chaque plan successif est d'une couleur différente. Ce qui fait que c'est vraiment l'architecture qui organise la répartition des lumières et des couleurs. C'est dans le même garage Volkswagen de Heidelberg où là, en voyant, c'est un escalier qui est en plongée, qui est vu en plongée, et j'ai tout de suite vu quelque chose de remarquable dans cette spirale descendante de la rampe d'escalier. Et voilà, donc je l'ai juxtaposé avec l'architecture, avec des couleurs qui rendent plus ou moins illisible la, la perception du lieu, mais quand même, on a la perspective qui est quand même suggérée par l'escalier qui descend. Ici, c'est à Bilbao. C'est une usine qui va disparaître. Et donc, quand j'ai fait le premier repérage, j'ai aimé cette configuration un peu style Bauhaus, on va dire. Ça ressemble un petit peu à des architectures du Bauhaus. Et j'ai donc dessiné un cercle au travers duquel on voit la peinture, la lumière. Ici, c'est à Rognes, c'est
une maison qui fait partie d'un centre d'art. C'est près d'Aix-en-Provence. C'est un chirurgien qui a pris sa retraite et qui gère un fonds de pension qui rassemble une quarantaine de cliniques et qui a construit, il s'est construit dans la propriété qu'il a achetée, il a construit un centre d'art aux normes muséales. Et donc, à nouveau, il m'a invité à venir travailler dans un espace. En fait, j'ai fait 5 ou 6 œuvres. Et là, c'est une œuvre qui a été faite, en fait, quand j'ai fait le repérage de cet espace, l'espace était totalement vide. Et quand je reviens presque un an plus tard, parce qu'il y a le Covid, la Covid qui interfère et qui vient retarder tous les projets, quand je reviens, il a fait construire une cheminée au milieu. Et du coup, mon espace vide est devenu un truc bizarre, baroque. Et donc, j'ai joué le baroque carrément, puisque j'ai construit cette espèce de triangle qui vient ensuite rejoindre le cercle blanc, un cercle de lumière. Voilà. Ici, c'est au Japon, c'est dans l'île de Sodoshima. C'est une île où tous les 3 ans, donc, il y a la triennale de Setouchi. C'est un riche milliardaire japonais qui a fait construire par Tadao Ando un musée dans l'île de Naoshima. Et ensuite, il a commandé à d'autres artistes dans une île qui est en face, Teshima. Il a fait, par exemple, il a invité à Boltanski à venir faire une installation. Il montre les battements de cœur, une collection de battements de cœur dans un petit pavillon qui se trouve au bord de la mer. Et puis, donc, moi, j'ai travaillé après le tremblement de terre de Kobe, j'ai été invité par les Japonais à venir travailler sur des bâtiments en ruine sinistrés par le tremblement de terre. Et là, je rencontre, le sponsor, c'était Panasonic, et je rencontre l'homme qui s'occupe du mécénat. Et déjà, à l'époque, c'était en 95, il me dit, écoutez, moi j'ai une maison de famille dans l'île de Sodoshima et j'aimerais bien que vous veniez la voir et peut-être faire quelque chose. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai travaillé au Japon. À chaque fois, je l'ai revu. Et quand j'ai fait le projet au musée du design, il m'a amené chez lui. C'était une maison fermée depuis 20 ans. Il avait quitté pour Osaka, Kobe d'abord, Osaka, Tokyo. Il est monté en grade chez Panasonic. Et donc, il m'a proposé de venir faire une installation. Et quand je suis rentré dans cette maison qui n'était pas comme ça, il y avait des tas d'objets, il y avait 5 cm de poussière partout, puisque personne n'y habite. Mais on sent l'esprit japonais avec le poteau Nomak. C'est l'espace, là, normalement, il y a une œuvre d'art qui est sur la droite. Vous avez normalement une œuvre d'art qui est là. C'est juste un espace qui est consacré à l'œuvre d'art. Et sur la droite, il y a le temple où sont les cendres de la famille. C'est un meuble tout noir, laqué, avec des décorations, des dorures. Et quand j'ai vu ce bâtiment, immédiatement, j'ai vu l'utilisation de la feuille d'or dans cet espace. Et c'est ce que nous avons fait, ce cercle qui est dessiné donc sur les tatamis, sur les cloisons, sur toutes les parties. Et voilà, un travail que j'ai fait avec des étudiants, sauf que là, j'ai fait venir, je voulais voir comment les Japonais travaillaient la feuille d'or. Et donc, le propriétaire a fait venir le grand maître de la feuille d'or d'Osaka. Et c'était une rencontre super, vraiment. Voilà. Ici, c'est un autre contexte. C'est le musée Ingres à Montauban.
qui a été construit. Ici, ce que l'on voit, ce n'est pas du tout une église, ce sont les fondations du château qui a été détruit pendant la guerre de Cent Ans par les Anglais et donc qui sont restés et qui ont servi de fondation au nouveau musée Ingres qui, lui, n'a rien à voir avec cette architecture, ces soubassements de cette architecture. Et moi, je voulais créer un lien, trouver un lien avec Ingres. Et au musée d'Orsay, il y a un tableau, La Vierge à l'hostie. C'est un tableau qui est carré, mais en fait, il est carré, mais le tableau réellement est circulaire. Et dans ce tableau, on voit la Vierge Marie qui tient un bébé et ses yeux regardent l'hostie, une hostie blanche qui semble en lévitation parce qu'elle est sur la tranche, elle est perpendiculaire au calice sur lequel elle repose. Et donc, j'y ai vu là comme une possible géométrisation de ce tableau. Et c'est ça que j'ai fait dans cet espace qui est gigantesque puisque la voûte est à 8 mètres de haut. C'est un espace qui n'est pas utilisable pour les expositions à cause du Tarn qui coule un peu plus loin sur la droite. Donc, c'est une zone totalement inondable et très humide. Quand je suis venu la première fois pour faire mon repérage, là où il y a la grille sur la gauche, il y avait de l'eau qui coulait de partout. C'est très humide, c'est très froid, c'est glacial. Et donc, ils stockent là des vestiges d'architecture. Et voilà. Et c'est là où je me suis installé. Et puis là, c'est un autre contexte. C'est un garage qui faisait des contrôles automobiles avec sur le disque au sol qui permet de faire une rotation de la voiture après contrôle de 180 degrés pour ressortir. Et donc, j'ai été assez attiré par cette ellipse qui est dessinée sur le sol, par la perspective photographique, en fait. Et aussi qui rejoignait une de mes préoccupations. Tout le monde connaît l'architecte Boulet, qui a, qui a, qui a imaginé des espaces sphériques, qui a fait un cénotaphe totalement sphérique. Et moi, à force de découper les murs dans l'architecture, je me suis demandé, mais comment je vais pouvoir introduire la sphère, sortir du plan circulaire. Le cercle, c'est un plan. La sphère, c'est tridimensionnel. Et comment je peux arriver? Voilà. Et donc, je pense avoir réussi là à suggérer la sphérisation de mon cercle. Et puis là, c'est pendant la Covid. C'est mon galeriste italien me dit, voilà, j'ai un collectionneur, il aimerait bien que tu viennes voir, il est en train d'aménager un espace sous les toits à Turin. Et donc j'arrive, c'était un vrai chantier en fait. Et on voit cette architecture et du coup, j'avais envie de suggérer le bottelet créé par la lumière dans ce sous-toit. Et j'ai donc dessiné un grand rectangle. Et comme ça manquait quand même de lumière dans la perspective, dans ma perspective, j'ai utilisé la feuille d'or de façon à illuminer cet espace et à venir contrebalancer la lumière naturelle qui arrive par cette ouverture sur la gauche. Et là, c'est toujours dans ce garage où ici, il y avait donc des contrôles automobiles aussi, un endroit très moche. Et comme il était vraiment très moche, je l'ai peint tout en noir. J'ai dessiné quand même, l'idée c'était de dessiner un cube, de suggérer un cube. Et, euh, et voilà, tout est éclairé en lumière naturelle. On a une transparence incroyable dans un espace qui est totalement moche.
c'est ma passion. Et là, c'est à Marseille où, pour rejoindre Léonard de Vinci, je décide au lieu de dessiner un dodécagone, je dessine un dodécaèdre, c'est-à-dire un volume à 12 faces qui était donc imaginé par Léonard de Vinci et qui vient se combiner avec cette architecture de c'est un garage en fait à Marseille et où les plans jouent en transparence, où j'ai utilisé donc la craie pour matérialiser ce pentagone extérieur normalement et l'autre, le noir, est à l'intérieur. Et ensuite, vous avez 10 faces qui viennent créer le volume. Voilà, c'est la dernière que j'ai faite.